Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invitée Marie-France Brière. Bonjour. Bonjour. Productrice, directrice des programmes de chaînes de radio, de télévision. Vous avez été réalisatrice, et vous êtes surtout aujourd'hui la présidente avec Dominique Besnéard du Festival du film d'Angoulême. Oui, absolument, on en vient d'ailleurs. Et toujours réalisatrice, puisqu'elle fait un documentaire par an. Alors. Ouais. Donc elle continue à être réalisatrice, Et Marie-France. vous publiez Qu'est-elle la vie d'artiste qui est paru chez Kéro. C'est passionnant et c'est toute une époque. C'est toute une époque où vous êtes, et aussi la trajectoire d'une femme libre. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans votre livre, c'est que vous avez toujours été libre. Vous avez eu de la chance, vous avez eu de l'instinct, vous avez eu et vous avez fait évidemment beaucoup de choses à la télévision. Et il n'y a plus de gens comme vous aujourd'hui. J'en sais rien. On ne peut pas dire ça. Si, parce que Marie-France Brière, c'est un nom qui fait écho, qui est un des noms de la télévision, comme l'a été Dominique Cancien. Aujourd'hui, je vous mets au défi de me citer un directeur des programmes ou un... C'est-à-dire qu'ils sont moins responsabilisés peut-être. Que vous l'avez été. Nous, on était fusibles. Mais ouais. On était aussi ceux qui pouvaient faire. Ouais. Oui, mais moi, je vous ai connu, Marie-France, on va le dire à nos auditeurs, vous êtes quand même la papesse des divertissements. Vous la preniez aussi, la liberté. C'est-à-dire que les directeurs vous disaient quelque chose, vous faisiez l'inverse quand même. Mais non, mais à partir du moment où on vous donne des responsabilités, autant les prendre. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus vertical. Vertical et puis normé. Ouais. Tout de suite, c'est le zapping de Gilles et puis on va parler de votre livre dans un instant. Sud Radio Média, l'instant zapping. Depuis ce matin, 9h, s'est ouvert un procès qui, en soyons sûrs, va passionner les Français. Le procès de l'affaire Jubilard, une histoire hors norme où le corps de la victime n'est pas retrouvé. Ça, on dirait un roman de votre mari. Dans la ville d'Albi où se déroule le procès, Sud Radio. Qui est suivi par Christine Bouillot. Qui est suivi par Christine. Voilà, vous m'avez pris. Ouais, j'allais juste dire ça en parlant de Sud Radio. Le procès est donc la ville donc où se déroule Albi est en émoi, comme le constatait le Trésor de France 2 ce dimanche. Au palais de justice d'Albi, les barrières sont en place pour le procès de Cédric Jubilard. Pour orienter le public, probablement très nombreux, mais aussi pour la presse. Plus de 300 journalistes suivront les audiences pendant 4 semaines. Ces Albigeois rencontrés au marché attendent le procès, comme beaucoup d'autres. Mais une affaire comme ça à Albi, ça n'a jamais existé, quoi, une grosse affaire comme ça. Et c'est vrai qu'on est médiatisé, donc c'est vrai que ça surprend. Hein. Cet homme, Cédric Jubilard, est-il coupable du meurtre de sa femme Delphine? La question se pose depuis près de 5 ans, alors que lui a toujours clamé son innocence en détention provisoire. 65 témoins seront appelés à la barre. Cet avocat de l'une des parties civiles n'a jamais connu un tel intérêt pour un procès. Je pense que le procès Jubilard est devenu un procès hors norme par sa médiatisation. Après, ça reste une affaire criminelle comme on en voit malheureusement trop. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'espère, moi, c'est que ce procès se déroulera dans le calme. Le procès débutera demain. Cédric Jubilard sera alors face aux jurés qui devront rendre leur verdict le 17 octobre prochain. Le 17 octobre, le verdict, mais je pense qu'on va pas mal en voir autour de cette affaire. Beaucoup de monde ce matin au tribunal. Ce dimanche était aussi la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une maladie incurable où les images des personnes atteintes sont toujours terribles, comme le témoignage que vous allez entendre de Carole, qui a seulement 56 ans. Ça l'a plongée dans la solitude, cette maladie. En fait, quand t'as Alzheimer, tout le monde se barre. Donc, il te reste quoi? Il te reste ta famille. Donc maintenant, il n'y a que mes enfants et mon mari. Le reste, je m'en fous. Parce que j'ai peur d'aller vers les gens, parce que je me répète. Je me répète, je me souviens de rien, en fait. C'est une galère pour moi. C'est une vraie galère. Je me répète énormément. Moi, vous avez dû le remarquer d'ailleurs. Donc, je me suis désociabilisé. Je m'appelle Carole. J'ai 58 ans. Non, 56. Je sais jamais quel âge j'ai. Parce que j'ai Alzheimer et que j'oublie beaucoup de choses. Bon, déjà, j'oublie pas mes enfants ni mon mari. Je sais ma date de naissance. C'est pas tous les jours facile. J'ai des pertes de mémoire.
Quand c'est quelque chose de lointain, j'arrive un peu plus à le trouver. C'est terrible, non, Marie-France? C'est affreux. Et en plus, on connaît la fin. Bah oui. Et là, elle est jeune, elle est très jeune. Hein. 56 ans, c'est relativement rare. Oui, exactement. Vous avez tous vos souvenirs? Ça va encore. Dans le livre, vous en manquez pas de souvenirs. On va en parler avec vous, Marie-France. Vous avez bien connu Thierry Ardisson. Vous étiez même au courant de sa maladie. Vous avez d'ailleurs témoigné lors de l'émission Hommage, qui était présentée par Stéphane Bern sur France 2. Ce samedi, Audrey Crespo-Mara était l'invitée de Quelle époque sur France 2. Elle est revenue sur le documentaire qui racontait l'homme en noir. Et moi, depuis un moment, je me disais, mais l'image publique de cet homme que j'aimais perdument est tellement loin de l'homme que je connais, ultra sensible, tourmenté. Et il a une vie si romanesque. Il a 1000 vies, Thierry, dans la pub, dans la presse, la littérature, la télé. Et donc j'avais à cœur de raconter ça. Et Thierry m'a dit, mon amour, tu ne peux pas révéler la face cachée sans parler de cette maladie qui prend de plus en plus de place dans notre vie. Et donc c'était son choix, à un moment donné, ça ne pouvait être que sa décision, de montrer ce qu'était de vivre avec un cancer, et ce qu'il voulait surtout, Thierry, parce qu'il y a 2-3 séquences à l'hôpital, c'est pas l'essentiel du documentaire, mais il y a 2-3 séquences à l'hôpital, il voulait montrer, rendre hommage au dévouement des soignants, qui était exceptionnel depuis des années, et que moi j'ai chéri pendant toutes ces années et ces derniers jours. C'est pas un exercice simple de faire une émission hommage. C'est affreux, d'autant plus qu'il avait choisi les gens qui devaient parler de sa vie. Et donc, Audrey m'avait appelé quelques jours avant en disant, mais voilà, Thierry souhaiterait que tu sois une de celles, un de ceux qui parlent après. Et comment refuser? Mais c'est... Vous avez été étonné de faire partie de cette liste très courte. Il y avait, je crois, 5 ou 6 personnes. Oui, c'est ça, 5 personnes. J'étais éberluée, mais étonnée, non, mais éberluée, enfin... Ouais. Non, on avait beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Vous aviez continué à garder un lien avec lui. C'est drôle, oui. Oui. Et c'est parce que, oui, il y en a que vous deviez recroiser, mais avec Thierry, il y avait un lion. Oui, on était amis quand même. Ouais. Mais c'est allé très vite, cette maladie. Enfin, il l'avait depuis un moment, mais les dernières semaines ont été très, très violentes et très rapides. Il n'en a rien laissé paraître. Non. Mais non. Et Audrey a fait un documentaire qui est absolument exceptionnel. Exceptionnel, oui, vraiment, on vous encourage à aller le voir, parce que Thierry Ardisson, évidemment, comme elle le dit, à qui d'autre pouvait-il se confier mieux que cela? Est-ce que vous avez, Marie-France, 8 millions d'euros? Ben non, malheureusement. Vous n'avez pas 8 millions d'euros. Ni vous, Valérie, vous n'avez pas 8 millions d'euros. Oh là là. C'est le prix estimé d'un tableau inconnu de Pablo Picasso. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Qui a été dévoilé. Il n'en existait que des photos, mais on ne l'avait jamais vu en vrai. C'est une histoire incroyable racontée par le journal de TF1. L'ombre prend le temps de se lever afin de révéler un tableau caché de Pablo Picasso. Le regard de Dora Maar, le monde de l'art n'en croit pas ses yeux. Ce tableau, il était conservé jalousement dans une famille qui ne l'a jamais montré, qui ne l'a jamais exposé. Des surprises, j'en ai eu dans mon existence, mais celle-ci est vraiment à marquer d'une pierre blanche. Le maître a peint à de nombreuses reprises celle qui partagea sa vie près de 10 ans. Picasso-Dora Maar, une relation passionnelle. L'artiste, ici de dos, devant quelques-uns des visages de sa compagne. Le chef-d'œuvre révélé aujourd'hui était connu seulement de quelques privilégiés qui ne l'avaient vu qu'en noir et blanc sur des photos. 2 clichés qui montrent la toile posée à même le sol, dans l'atelier du peintre en 1943. 1943, on le retrouve en 2025. Moi, ça me fascine que durant toutes ces années, on n'ait jamais vu en vrai ce tableau. Bah oui, il était dans une maison, dans une famille, mais 8 millions, ça me paraît pas énorme par rapport aux centaines de millions qu'ont pu faire d'autres tableaux de Picasso. C'est le prix de base, non? C'est l'estimation, donc oui, ça fera certainement plus. Mais vous n'avez pas de Picasso? Non, j'ai pas de Picasso, je crois pas, je vais regarder. Samedi, c'était The Voice Kids qui passait l'épreuve des groupes. Alors c'est un peu cruel, parce qu'ils étaient 4, ils devaient en choisir qu'un. Donc il en restait 3. Et samedi, on a eu le droit au To Be Free, mais en version kid.
reproduire The Voice Kids ? J'aurais été incapable de faire ça, je sais pas. Moi, j'ai un peu décroché maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est pas du divertissement pour vous, c'est de la réalité. Mais moi, je suis plus divertissante surtout. Ouais. Je suis passée à autre chose. Mais vous la regardez, la télévision ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? Qu'est-ce que vous regardez ? Les infos, ouais, malheureusement, les infos, comme tout le monde. Ouais. Non, pas beaucoup. Des documentaires. Ouais. Et vous n'avez pas la curiosité ou l'envie d'aller voir ce qui se fait aujourd'hui de The Mask, de Mazinger. J'ai d'autres curiosités, mais tout ça, c'est des adaptations. Bien sûr, puis c'est l'époque qui change. Oui, mais totalement. Moi, je trouve l'époque a changé. On a changé d'époque, c'est pas l'époque qui a changé. Ça veut dire qu'on peut plus créer des jeux ? Enfin, il y en a... Oui, mais Cyril Ferraud en crée, d'ailleurs. Mais non, mais on peut tout créer, mais pas nous. On a changé d'époque et on va voir votre époque, évidemment, ce que vous avez vécu, ces rencontres incroyables que vous avez faites. Et c'est vrai aussi que Thierry Ardisson disait, quand on a interviewé Bowie, Gainsbourg et autres, aujourd'hui... m'intéresse plus. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Marie-France Briard, pour parler de votre vie. Qu'est-elle la vie d'artiste ? À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Marie-France Brière, productrice, directrice des programmes de plusieurs chaînes de télévision et de radio. Et vous avez été aujourd'hui présidente avec Dominique. Tous les deux, vous êtes co-présidente du festival délégué du festival d'Angoulême que vous avez créé. On est si à moi sur ce coup-là. Voilà, et vous racontez d'ailleurs dans le livre, les derniers chapitres sont consacrés à cette aventure incroyable, ce festival qui aujourd'hui est devenu très important. Et vous publiez donc Qu'est-elle la vie d'artiste chez Kéro, livre dans lequel vous racontez votre vie, votre trajectoire, vos débuts gonflés, j'ai envie de dire gonflés et libres. En fait, quand j'ai fini le bouquin, je me suis dit, mais en fait, il y a eu une sorte d'inconscience dans ce que vous avez fait. Oui, tout à fait, mais d'instinct en tout cas. Et d'instinct, absolument. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une intelligence très grande, mais j'avais un pif quand même. Oui, vous avez eu un instinct, parce qu'on peut citer les gens que vous avez découverts. Thierry Ardisson en a parlé, Stéphane Collaro, Patrick Sabatier, Nagui, et puis les inconnus. Les inconnus. Et puis surtout, vous avez été la première à mettre du rap sur une antenne française avec HIP, HOP. Ouais. Mais tout ça a commencé avec ça. Je suppose que c'est une chanson. Oui. Voilà. Voilà, c'est la version française. Là, oui, c'est la version française de Dario Moreno. Mais tout le monde connaît cette chanson, et c'est vous qui l'avez amenée en France. C'est surtout ma mère qui m'a acheté le disque. On était en escale, parce que mon père était officier de marine, donc... c'est comme les conducteurs de train, nous on payait pas. Oui, et on faisait les allers-retours, parce que ma mère était argentine, donc moi je suis moite-moite. Ouais. Et on faisait les allers-retours sans arrêt. Et au cours d'une escale, c'était des paquebots de ligne, c'était pas des paquebots de croisière. Au cours d'une escale à Rio, plutôt que d'aller sur la plage d'Ipanema, on a été faire du magasinage, comme diraient les Québécois. Ouais. Et il y a une rue qui s'appelle la Rua Ouvidor, où il y a tous les marchands de disques, et chaque échoppe passe un disque différent. Donc il y a une espèce de tintamarre incroyable, et au milieu de ce tintamarre, j'ai écouté Brigitte et Baldo. Et ça faisait 1 an, j'avais passé mes bacs, ça faisait 1 an que j'étais... Parce que ma mère avait considéré que je méritais des vacances, et ça l'arrangeait pas du tout que je fasse des études. Ça n'était pas dans ses plans. Et donc j'étais revenue pour passer... prépédeutique qui préparait à Cagnes et Hippocagne, et voilà, l'escale, j'ai entendu ça. Et vous êtes revenu en France avec, et vous écoutiez cette radio qui était Europe 1. Puis c'est-à-dire tout avait changé, j'étais partie, il n'y avait pas Europe, et Europe arrivait, et il y avait un type qui s'appelait Lucien, et qui présentait une émission qui s'appelait le Disco Ball, où il passait des chansons rares,
genre le clair de lune à Maubeuge, et genre un certain Jean-Philippe Smet qui chantait Tutti Frutti, et il avait dit on va casser le disque, comme ça on ne le repassera plus. C'est la seule fois où je l'ai vu se tromper. Mais avec Brigitte Bardot, il ne s'est pas trompé. Il s'est pas trompé. Lucien Jeunesse. Ouais. Non, pas Lucien Maurice. Lucien Maurice, Lucien Jeunesse. Mais je ne savais pas, moi, que c'était le directeur de la radio. Bah oui, c'est le directeur de la radio, Marie Dalida, qui s'est suicidée par la suite. Et puis, vous avez fait votre trou dans cette radio, où vous rangiez les disques pendant un moment. De Philippe Acti, oui. Et non, mais oui, j'ai fait mon trou parce que il y avait tout d'un coup est apparu un phénomène qui s'appelait Hubert Bayoff et qui était absolument ingérable. Et Lucien m'avait dit, il a éclusé 15 réalisateurs en 15 jours. Donc, je lui ai dit que j'allais lui mettre un monstre. Et donc, voilà. Et quand il m'a vu arriver, je mesurais 1m58, j'avais des chaussettes Burlington et un kilt écossais. Et je paraissais avoir 13 ans. Et c'est là où il m'a regardé, il m'a dit « Ah, King Kong ». Voilà, et ça a été votre surnom pendant très longtemps à Europe. On vous surnommait King Kong. Ouais. Il y a un auditeur qui nous dit « Si petite, si douce, mais que faut-il, comment avez-vous fait pour tenir dans ce monde de requins ? Vous les avez mordus ?» Non, je ne les ai pas vus. Vous les avez pas vus ? Non, mais j'y pensais pas. Ouais. Oui, vous étiez dans mais c'est pour ça que ça me fait rire, les MeToo, etc. Nous, on s'est battus pour des... Non, mais je me battais même pas, d'ailleurs. Mais je pense que j'étais libre, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin du bouquin. Ouais. Je me suis pas rendu compte. Parce que j'ai voulu écrire un roman. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même des chutes à chaque chapitre. J'ai imité Cervantes avec des titres. Des titres à chaque fois, Et dans ma tête, je voulais faire un roman. Parce que je trouvais ça bien. Parce que c'est une vie totalement romanesque, entre l'Argentine, les rencontres. Oui, tout à fait. Mais je voulais que ça ait une suite. Je veux dire, Nagui disait toujours, elle nous poursuit pour pas qu'il y ait un ventre mou dans le conducteur. Mais c'était ça, je voulais pas de ventre mou dans le conducteur et je voulais prendre les gens par la main et les mener jusqu'au bout. Vous avez été à l'origine de 2 personnes pour leur carrière télé. Évidemment Thierry Ardisson, avec Scoop à la Une et que vous avez lancé, mais vous avez aussi lancé une autre personne qui était Bernard Tapie sur Ambition. Les deux se sont rencontrés dans l'émission de France 2 de Thierry Ardisson et vous allez voir une anecdote de Baffy. À un moment, il perd son micro, mais on entend quand même. Vous allez voir, c'est assez savoureux. Allez, comme tu as une bonne tête, ma montre en or, je te la lâche pour t'apprendre que tu fais pas la différence entre l'acier et l'or, parce que c'est une montre en acier. Ceci y a qu'elle est en acier. T'avais des barreaux en quoi, en or ou en acier à la santé? Le pauvre. Non, mais il a été sympa avec moi parce qu'un jour, j'ai gardé ça et je l'ai gardé. Ouais. On faisait l'émission sur Canal juste avant que j'y aille. Juste avant que j'y aille, il me dit j'ai un truc pour toi, tu le regarderas quand tu seras parti. Et il me file une carte dans ma poche. Et quand je sors, je regarde ce que c'est. C'était une carte du Monopoly. Vous êtes libéré de prison. Ah, c'est bien, alors. Bernard Tapie, c'est le seul ministre qui sait remettre son micro en direct à la télévision. Je ne le remets pas parce qu'il va m'engueuler. C'est incroyable ce qu'a fait Baffy. Vous êtes libéré de prison, carte de Monopoly. Comment vous avez eu l'idée de mettre Bernard Tapie à l'antenne de TF1 ? Mais d'abord, je me suis trompée. J'avais rendez-vous avec Sardou au Palais des Congrès parce qu'on devait faire l'enregistrement de son concert. Donc j'y allais pour la réunion préparatoire où on va mettre les caméras, enfin le voir, qu'est-ce qu'il voulait faire, etc. Et je me trompe d'heure. D'habitude, j'ai tendance à être en retard, et là j'étais en avance. Et je tombe sur un cinglé qui était sur scène et j'ai cru que c'était une classe de maître, un grand oral de Sciences Po. Et il y avait des étudiants qui étaient, et il leur apprenait comment réussir dans la vie. Et je pensais vraiment que c'était un truc de Sciences Po. Et je le trouvais formidable. Je ne savais même pas comment il s'appelait. Et à la fin, je lui ai dit, je m'appelle Marie-France Brière, vous voulez faire de la télé? Je lui ai même pas demandé son nom. Et il m'a dit d'accord. Et là, il fallait le faire après. Mais vous avez fait ça souvent, ce que vous racontez dans le livre, Charlebois, qui a été, ça c'est un passage absolument hilarant dans le livre, parce que vous tombez au Québec sur Charlebois, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc, vous le ramenez en France, il y a l'Olympia avec... Mais non, mais je ne le ramène pas tout de suite, parce qu'il était tellement occupé par l'Hostie Show. Et donc l'impresario se réveille 4 mois après et me dit on est d'accord pour faire l'Olympia. Ce que j'avais dû promettre sur scène. C'est ça, c'est que vous allez voir les gens et vous leur dites ça. Je vais vous amener, alors que je suis à Europe numéro 1, je suis une employée. Je me dis, bon.
Et donc, au bout de 4 mois, il m'appelle, il me dit on est d'accord pour l'Olympia. Et je me suis dit, mais je peux pas me dédire, quoi. Ouais. Et je suis allée voir Bruno Cocatrix, et il me dit, la seule place que j'ai, c'est en première partie de Georgette Plana. Mais j'aurais dû refuser, quoi. J'aurais dû. Et non. Non. Et lui, il s'est pas rendu compte, parce qu'il était dans un état spécial, que il est venu répéter, et il s'est pas rendu compte qu'il passait après un caniche savant qui sautait dans des cerceaux enflammés. Donc, et il s'en est rendu compte au moment de passer sur scène, puisqu'il était dans les coulisses, il a vu l'enchaînement. Et il a tout pété. Enfin, et du coup, ça fait parler de lui. Sa gloire est arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les Collaro, Sabatier, Nagui? Est-ce qu'il y a une race d'animateurs? Mais j'en sais rien. Ben non. Je sais pas. Sinon, il n'y aurait pas la surprise et l'intuition. Ils sont tous très différents, en plus. Ouais. Non, mais c'est l'impression que j'ai. Mais on vous a fait confiance aussi. Il y a eu de ça. C'était une époque aussi où il n'y avait pas le marketing, où il n'y avait pas. Il n'y avait pas de sondage. Enfin, il y avait quand même des débuts de sondage, absolument. Mais non, mais moi je considérais qu'à partir du moment où on m'a donné c'est-à-dire que maintenant les gens ils confondent la fonction avec ce qu'ils ont à faire. Or la fonction permet de faire. Bien sûr. Et donc moi je me disais bon, j'ai la fonction, il faut que je fasse. Ouais. Et alors vous racontez aussi Claude François, de qui vous étiez très proche. Il vous écrivait tous les jours. Elles sont où les lettres? J'ai gardé. J'ai pas des lettres. Il écrivait sur des grands cartons comme ça, des cartes de visite, mais qui étaient immenses. Ah oui. Et il avait une très grande écriture. À l'époque, il n'y avait pas les portables et tout ça. Je ne sais pas si on aurait. Ouais, mais alors ça paraît ridicule de dire qu'on était amis avec Claude François, parce qu'il était odieux quand même. Mais moi, j'ai eu que le bon côté des choses. Et c'était plus qu'un ami, c'était un frère. C'est quelqu'un qui m'a protégée quand j'étais un peu fragilisée et tout ça. Non, il était formidable. C'est une espèce d'émir, quoi, un prince arabe. Ouais, comment ça se fait que vous avez réussi à décrocher de la télé, à ne plus être accro? Je sais pas, parce que tout d'un coup, je suis très égoïste, hein. Tout d'un coup, j'étais intéressée par quelque chose d'autre. Ouais. Et puis, je suis toujours partie en pleine gloire, moi. Je suis jamais partie, et je suis partie volontairement à la fleur au fusil. Je suis partie de TF1, alors que j'aurais pu empocher un pognon fou, mais l'argent ça n'a jamais été un conducteur pour moi. Même quand vous avez été sur la 5 ? Non, je gagnais pas beaucoup d'argent. J'ai fait non. Il y avait que les animateurs qui gagnaient de l'argent. Oui, mais non, j'étais très bien payée. Attention. Oui. Mais je pense que c'était pas le moteur. C'était pas le moteur, oui. Non, parce que vous racontez que c'est la privatisation de Bouygues qui vous fait partir. C'est ça. On croise dans votre livre. Non, pardon de vous interrompre. Ce qui me fait partir, c'est que on avait fait un énorme. Pour le célébrer, ce monsieur Bourges, le vieux, enfin le père. Bouygues. Bouygues, oui. Pas Bourges. Oui, Hervé Bourges, c'est autre chose. Non, parce qu'Hervé Bourges, il s'est trompé. Il a pensé qu'en l'aidant, il allait rester. Et moi, un soir, monsieur Bouygues m'a raccompagné, parce que je ne sais pas conduire. Avec sa femme, ils m'ont raccompagné à la maison. Et tout d'un coup, je lui ai dit, mais le président Bourges va rester. Et à ce moment-là, on a failli avoir un accident. Il s'est retourné vers moi, j'étais à l'arrière. Il m'a dit, vous rêvez ou quoi? Et là, je me suis dit, il m'a dit, Marie-France, je vais vous enseigner quelque chose qui vous servira toute votre vie. 2 hommes, une chaise. Et là, je suis rentrée. Et j'ai écrit ma lettre de démission. Monsieur, je vous rends mon tabouret. J'ai besoin d'être aimée. Et voilà, je suis partie comme ça. Ils ont essayé de me retenir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? Vous voulez non, rien. Vous êtes une fidèle. Et donc, dans ce livre, on croise Gainsbourg, on croise Claude François, Julio Iglesias avec votre maman. Ah oui, ça, c'est un accident. Le bébé de show, Yves Montand. Bref, une vie incroyable. Ça s'appelle Quétal, la vie d'artiste. C'est chez Kéro. Merci Marie-France Brière d'avoir été avec nous. C'est toute une époque, toute une période de la télé. Et il faut vraiment, il faut le lire. Merci à vous. Et dans un instant, André Berkoff, très bonne journée. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.